Bonjour Yoann Gillet. Bonjour. Vous êtes le député du Gard, votre département qui connaît des records de température ces derniers jours. Il subit de plein fouet la canicule. Le changement climatique, vous avez le sentiment de le vivre au quotidien chez vous ? Évidemment, personne ne peut nier aujourd'hui le réchauffement climatique, mais je crois que en France, nous savons quand même faire en sorte de le vivre au quotidien. Et je voudrais d'ailleurs, moi, saluer l'action des maires qui sont très mobilisés en ces temps de canicule et qui prennent soin des personnes les plus vulnérables. Les maires sont aujourd'hui les acteurs essentiels, clés d'ailleurs, de cette protection des personnes vulnérables. Je pense aux enfants, mais je pense également aussi évidemment aux personnes âgées. Il n'y a que les maires qui peuvent agir sur la canicule aujourd'hui ? Aujourd'hui, les maires ont des plans de canicule qui sont très précis dans leur commune et dans le sud de la France en particulier, ils ont l'habitude et donc à travers leurs centres communaux d'action sociale, ils prennent des nouvelles des personnes les plus vulnérables et comme le prévoit la loi, ils ont des registres des personnes vulnérables et ça leur permet évidemment de les contacter et de prendre soin des personnes les plus vulnérables. Donc moi je voudrais souligner leur travail au quotidien parce que je trouve qu'en cette période de canicule, nous ne saluons pas assez le rôle clé des acteurs locaux. Sur le réchauffement climatique, vous dites personne ne peut le nier. Le Rassemblement national n'a pas toujours été totalement clair sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus débat, y compris sur le fait que le réchauffement est dû à l'homme ? Ah non, mais il n'y a aucun débat. Il est dû à l'homme, il est dû aussi à la nature, mais ça, personne ne le nie. Comment ça, personne ne l'a jamais nié. Il est lié à la nature. On a vu dans l'histoire que parfois la nature pouvait aussi avoir un impact. L'homme a une responsabilité, évidemment, mais pas que. Moi, ce que je constate, c'est que la France est relativement vertueuse en la matière, contrairement à beaucoup d'autres pays, et qu'il y a donc un travail à faire auprès d'un certain nombre de pays pour convaincre nos partenaires d'eux aussi faire les efforts que la France a pu faire dans le passé. Si vous arriviez au pouvoir, vous seriez prêt à imposer de nouvelles normes ? Parce que vous êtes contre ce que vous appelez l'écologie punitive, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer de nouvelles normes lorsqu'on voit évidemment ces températures qui montent ? Mais qu'est-ce que de nouvelles normes ? Aujourd'hui, les normes en France sont relativement nombreuses. Elles existent. Encore une fois, la France est relativement vertueuse. Je crois que tous les Français sont attachés à la terre. Tous les Français tiennent à faire en sorte que l'on puisse protéger notre planète. Mais je crois que la France, aujourd'hui, est très vertueuse. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de pays. Et nous, ce que nous défendons, c'est une écologie de bon sens. Nous défendons, par exemple, le localisme. Le localisme, c'est la première des écologies. Quand vous fournissez en produits qui sont produits localement, vous permettez aussi de protéger la nature parce que vous évitez de faire venir des avions, des bateaux de l'autre bout du monde. Mais Yoann Gillet, vous prenez aussi au Rassemblement national un grand plan clim. Oui, est-ce que ça, c'est du bon sens ? Est-ce que ça, c'est vertueux quand on sait que la clim rejette énormément d'air chaud et qu'elle peut faire augmenter de 2 degrés l'air extérieur si tout le monde utilise la clim dans un même quartier, par exemple ? Aucune étude scientifique montre que la climatisation est nocive, d'ailleurs, pour l'écologie. Aucune. Ce que je vois, c'est que la climatisation aujourd'hui, avec les températures que nous atteignons, est essentielle pour protéger les personnes les plus vulnérables. Comment est-ce que l'on peut... Elle est salvatrice ponctuellement, mais généraliser... Elle est nécessaire. Comment est-ce que l'on conçoit aujourd'hui, en 2025, construire des écoles, construire des EHPAD sans climatisation, alors que l'on sait pertinemment que l'on aura besoin de refroidir l'air ambiant à l'intérieur pour pouvoir justement protéger les personnes les plus vulnérables. Dans la clim, il y a des fuites de gaz, il y a le reflux d'air chaud, puis il y a aussi les fuites de gaz. Mais encore une fois, je ne suis pas scientifique, vous ne l'êtes pas non plus à ma connaissance. Non, mais nous avions une scientifique à votre place hier qui disait que la clim était une solution qui était très court terme. Et alors, vous faites quoi ? Et alors, vous laissez la planète se réchauffer et vous laissez la rénovation des bâtiments, vous végétalisez les coûts. Mais la rénovation des bâtiments passe également par des systèmes de refroidissement qui sont essentiels. Si vous voulez que les personnes âgées... On peut refroidir avec de l'eau, il y a d'autres systèmes qui ne sont pas aussi efficaces. Un système de refroidissement en dehors de la clim qui sera efficace dans le nord de la France ne le sera peut-être pas dans le sud de la France. Aujourd'hui, nous atteignons des températures telles que la climatisation est nécessaire. C'est pour ça aussi que Marine Le Pen a proposé il y a quelques semaines un grand plan de climatisation qui est nécessaire. Vous avez dans le sud de la France encore aujourd'hui des écoles qui se construisent sans climatisation
avec des conséquences que l'on connaît par avance. Yohann Gillet, la semaine dernière, François Bayrou a envoyé aux partenaires sociaux 2 lettres de cadrage face à la dette abyssale, et notamment une lettre qui leur demandait de supprimer 2 jours fériés, enfin qui demande de supprimer 2 jours fériés au printemps prochain pour récupérer plus de 4 milliards d'euros. Casus belli pour vous? Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter aujourd'hui que le gouvernement demande toujours plus d'efforts aux Français, alors même que le gouvernement n'a pas entamé la moindre réforme structurelle. Il y a des réformes structurelles à faire en France qui permettent de réduire le train de vie de l'État et qui permettent de faire de réelles économies. Je pense aux agences d'État, aux agences gouvernementales, qui coûtent 80 milliards d'euros par an quand même. Je pense également aux strates administratives. Ouais. Non, pas tout, mais sur les 80 milliards, vous avez quelques milliards d'euros d'économies à faire. Je pense également aux strates administratives. Aujourd'hui, vous avez des communes, des EPCI, vous avez des départements, vous avez des régions. Vous supprimez lesquels très concrètement? Nous disons clairement qu'il faut se poser la question. Alors attendez, j'en étais aux strates administratives. Ouais. De vous dire par exemple que nous pourrions envisager de supprimer les régions et de transférer les compétences des régions aux départements. Voilà une source d'économie. Quand les régions ont été fusionnées en 2015 par Monsieur Hollande, c'était pour les rendre plus visibles au niveau européen. C'était pour réaliser les économies. Reprenez les propos du président de l'époque. Réalité, il n'y a eu aucune économie de réaliser. Dans ma région, l'Occitanie, la fusion de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ça a été plus de 40% d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Voilà une triste réalité. Aujourd'hui, nous avons des départements qui est un échelon beaucoup plus de proximité, beaucoup plus proche du citoyen, qui pourrait permettre d'absorber les compétences des régions. Ils en ont les moyens, les départements, aujourd'hui ? Ben bien sûr, mais évidemment, ils auraient les moyens. Non, mais ils auraient évidemment les moyens des régions qui seraient transférés avec. Nous pourrions faire des économies structurelles sur la réorganisation de ces 2 structures. Voilà une source d'économie. Et sur les agences gouvernementales, vous avez tout un tas d'agences. On ne va pas les citer parce qu'il y en a plus de 1200. France, par exemple. Il y en a 1200. Il y en a 1200 en France, ou 1500 même. Eh bien, nous pouvons faire des économies. Nous avions parlé, par exemple, de la suppression des ARS, les agences régionales de santé. Moi, je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'il y a aujourd'hui en France un ministère de la Santé, qu'il y a en dessous une direction générale de la santé, qu'il y a ensuite des agences régionales de santé qui ont elles-mêmes d'ailleurs des agences départementales de ces agences régionales. Il y a des économies à faire. Nous proposions, nous, de supprimer les ARS au profit de la nomination d'un préfet délégué à la santé dans chaque département, ce qui permettrait de réaliser de nombreuses économies. Ça veut dire censure, très concrètement, en septembre prochain, avec ces jours fériés, avec ces lettres envoyées par François Bayrou aux partenaires sociaux. Pour vous, c'est clair, ça sera censure. Vous l'aviez dit, vous l'aviez susurré, plus que susurré d'ailleurs, en juillet dernier. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont été très clairs. Si le gouvernement s'attaque aux Français, prend de l'argent aux Français, alors oui, le Rassemblement national censurera. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, il y a des économies à faire par ailleurs. On a parlé de la réorganisation de l'État, de réformes structurelles. Il y a aussi des économies à faire sur la contribution de la France à l'Union européenne, par exemple. Il y a aussi des économies à faire sur l'immigration. Les Français sont très majoritairement opposés à l'immigration et l'on sait aujourd'hui, par des chiffres très précis, que supprimer l'aide médicale d'État rapporterait plutôt 1,5 milliard, que supprimer le versement des prestations sociales à des étrangers rapporterait 15 milliards d'euros chaque année. Voilà, il y a des mesures d'économie très simples à faire sur des thématiques qui sont attendues par les Français. Censure, ça signifie alliance de circonstances avec, par exemple, LFI, si vous voulez faire tomber le gouvernement. Non, mais ça ne veut rien dire. Si nous faisons tomber le gouvernement, si nous censurons le gouvernement, ce sera dans le simple objectif de protéger les Français. Comme nous l'avions fait en décembre dernier, quand nous avons censuré Michel Barnier, nous avons in fine protégé les Français et les entreprises. Vos électeurs ? D'augmentation d'impôts considérable, de la non-indexation des pensions de retraite, et en censurant le gouvernement, nous avons pu protéger les Français. Vos électeurs réclament aussi de la stabilité. Mais nos électeurs réclament du respect. Et nos électeurs ne veulent plus de cette Macronie qui a fait foncer notre pays droit dans le mur. Les électeurs du Rassemblement national, comme les Français en général, sont nombreux à demander un changement de cap, ont conscience que les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2027, mais ont conscience aussi qu'il faut parfois passer par la censure pour réussir à protéger l'intérêt commun.
Yoann Gillet, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, la mairie communiste a préféré annuler la semaine dernière une séance de cinéma en plein air, une séance gratuite. C'était le film Barbie qui devait être diffusé, mais selon la mairie, un petit groupe de quartier hostile à la projection du film a mis la pression notamment sur des agents menacés de violence, car le film prône, selon eux, l'homosexualité et une atteinte à l'intégrité de la femme. Est-ce que, comme le dit la mairie, c'est de l'obscurantisme ? Oui, je le crois. Je regrette d'ailleurs que la mairie ait décidé d'annuler cette projection. Je pense que c'est une grave erreur, que cela revient finalement à soumettre à une idéologie islamiste et que c'est très dangereux. Sauf que la mairie assure l'avoir fait parce qu'il y avait des risques de troubles à l'ordre public, des risques de violence. Bon, écoutez, je ne vais pas commenter la décision du maire, mais en l'occurrence, je pense que le maire aurait aussi pu se rapprocher des forces de l'ordre, de l'État. Il va porter plainte aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, et demander des moyens pour faire en sorte que cette projection puisse avoir lieu. Je ne crois pas que baisser la tête devant ces petits caïds qui prônent une idéologie islamiste soit une bonne chose. Je pense qu'au contraire, il aurait fallu persévérer. C'est-à-dire escorter les spectateurs, par exemple Il aurait fallu mettre les moyens nécessaires pour que cette projection puisse avoir lieu. Aujourd'hui, qui sont-ils pour décider de ce qui est diffusable ou non diffusable ? Moi, je constate que l'idéologie islamiste aujourd'hui en France prospère de manière assez facile, malheureusement. Et quand je vois que le président de la République est prêt aujourd'hui à reconnaître un État Hamas, l'État de Palestine, je me dis que peut-être ces gens qui portent une certaine idéologie se sentent confortés justement par les propos du président de la République. Yoann Gillet, je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Gard. Vous restez avec nous. On passe d'abord par le fil info. Il est 9h moins le quart et c'est avec Julien Raymond. La ministre de l'Agriculture en déplacement dans l'Aude aujourd'hui pour annoncer une aide financière pour les viticulteurs du massif des Corbières sinistrés par un incendie d'une ampleur exceptionnelle, 16 000 hectares de végétation parcourus. Les enquêteurs s'orientent vers la piste criminelle sur l'origine de cet incendie. L'attaque israélienne contre la prison d'Evin en Iran est un crime de guerre, c'est ce que dénonce l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Pas de cible militaire évidente dans ces frappes du 23 juin dernier, 80 morts selon l'ONG, parmi lesquels des prisonniers, leurs proches, des membres du personnel pénitentiaire. Une grande partie du pays transpirera encore aujourd'hui. 75 départements sont en vigilance orange à la canicule, même s'il fera un petit peu moins chaud qu'hier. C'est le 7e jour de canicule. Les discussions à Genève entre 180 pays sous l'égide de l'ONU pour tenter de signer un traité visant à réduire la pollution plastique ont tourné au fiasco hier soir. Le nouveau projet de traité ne prévoit rien pour arrêter la production de plastique et ne tient pas compte des alertes des scientifiques. Ce projet a été immédiatement rejeté par plusieurs pays. France Info. Le 8-30 France Info, Renaud Blanc, Solane Crescent. Yoann Gillet, on va maintenant parler de la Nouvelle-Calédonie dans Suite 30 France Info. Oui, le FLNKS a rejeté les accords de Bougival, accord qui scellait l'avenir institutionnel de l'archipel. Vous, à Rennes, vous étiez également contre, pour d'autres raisons. Tout est à refaire. Nous avions dit clairement que ces accords étaient dangereux, que ces accords créent une instabilité profonde en Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité et d'apaisement. Marine Le Pen s'est d'ailleurs rendue en Nouvelle-Calédonie il y a de cela quelques semaines. Et ce que nous avons dit, c'est que ces accords créent une instabilité parce qu'ils prévoyaient un recours possible au référendum sur l'appartenance ou non à la France à chaque renouvellement de mandature et sur décision également de 3/5 du Congrès. Ce qui est dangereux. La Nouvelle-Calédonie a besoin d'apaisement, je vous le disais. La Nouvelle-Calédonie a aussi besoin d'un développement économique. L'accord tel qu'il était ficelé ne permettait pas de voir les choses sur la durée de manière sereine, parce que notamment ces référendums qui auraient été à répétition auraient forcément créé de l'instabilité, auraient fait peur également aux investisseurs, et la Nouvelle-Calédonie a besoin de ces investisseurs. Donc le rejet aujourd'hui par les indépendantistes de ces accords était malheureusement prévisible. Nous avions, prévenu depuis plusieurs mois le gouvernement qui, comme d'habitude, n'a pas souhaité écouter nos propos et les propos en particulier de Marine Le Pen qui connaît particulièrement bien le dossier. Ce qu'il faut, c'est recommencer, évidemment, remettre tout le monde autour de la table de manière apaisée, en respectant les particularités de chacun, les spécificités
côté de chaque camp, parce que la Nouvelle-Calédonie est un territoire malheureusement qui vit avec des tensions permanentes, et il faut en premier lieu faire en sorte que ces tensions puissent s'apaiser. Et Yohann Gillet, on passe à l'actualité internationale. Demain, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska sans les Ukrainiens. Ça vous choque ? Écoutez, moi ce que je vois, c'est que les États-Unis d'Amérique ont en tout cas visiblement la volonté de trouver une issue favorable à cette triste situation, et que toutes les initiatives diplomatiques sont bonnes à prendre. Ce que je constate également, c'est que la France est aux abonnés absents depuis un certain temps. Pourtant, que ce soit présente hier à la visio, ils ont réussi, les Européens, en étant unis, on sait pertinemment à faire venir Donald Trump face à Vladimir Zelensky avant qu'il ne rencontre Vladimir Poutine. D'accord, on sait pertinemment que depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, en réalité, les États-Unis sont à la manette. Mais si Donald Trump arrive à rétablir dans cette région la paix, j'ai envie de dire tant mieux. Mais si vous avez envie de lui faire confiance, vous, à Donald Trump. Mais c'est pas une question de confiance. Moi, je vois qu'il y a une nécessité, d'avoir un discours, enfin, en tout cas, un dialogue diplomatique qui soit suffisamment construit pour permettre d'aboutir à la paix, parce que c'est l'unique, objectif, c'est la paix. Mais lorsqu'Emmanuel Macron dit la paix ne peut pas se faire sans les Ukrainiens. Évidemment qu'aucun accord ne pourra être ficelé sans les Ukrainiens. On parle là d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc évidemment les Ukrainiens ont leur mot à dire et doivent participer aux négociations. Après, il peut se comprendre que dans des discussions diplomatiques, l'on veuille parler avec les uns, avec les autres. L'objectif final, c'est la paix. Si la méthode Trump aboutit, ce sera une victoire, et on s'en félicitera. Mais la méthode Trump, si c'est de céder des territoires à la Russie. Mais c'est pas à Donald Trump de décider de céder tel ou tel territoire. C'est à l'Ukraine de décider de son avenir. Et l'Ukraine a évidemment son mot à dire, et évidemment les États-Unis n'ont pas à décider de l'avenir territorial de l'Ukraine. Ça, c'est une évidence totale. Moi, ce que je constate et ce que je déplore en revanche, c'est que la diplomatie française est relativement absente depuis quelque temps et largement affaiblie d'ailleurs du fait d'Emmanuel Macron, comme elle l'a été récemment dans les discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La diplomatie française aujourd'hui n'a plus le poids qu'elle avait dans le passé. Yohann Gillet, on va maintenant parler de votre parti, le Rassemblement National, le RN Renaud Blanc, dont on va scruter la stratégie dès le mois prochain. Oui, d'ailleurs, en cas de chute du gouvernement Bayrou à l'automne, qu'espérez-vous ? Un nouveau gouvernement, une dissolution ou une démission, ou vous souhaitez une démission d'Emmanuel Macron pour des présidentielles anticipées ? Alors moi, je vous l'ai dit, si nous censurons le gouvernement, c'est pour protéger les Français. Mais évidemment, nous continuons de demander une dissolution. Parce que en juillet dernier, nous avons connu une élection législative très particulière, ça ne vous aura pas échappé, avec une alliance de la honte allant des LFI jusqu'au LR en passant par la Macronie. Les Français ont bien compris que c'était une supercherie et que cela n'aboutissait sur rien. Et donc les Français réclament de nouvelles élections et sont très majoritairement favorables à de nouvelles dissolution, élections. Ça signifie plus de Marine Le Pen au Palais Bourbon. S'il y a une dissolution, ce que nous proposerons aux Français, c'est une majorité, comme nous l'avions fait en juillet dernier. Nous avions dit aux Français que nous nous présentions aux élections pour obtenir une majorité, pour envoyer Jordan Bardella à Matignon en tant que Premier ministre et pour pouvoir enclencher le redressement dont la France a besoin. À l'intérieur du parti, le fait qu'en cas de dissolution, Marine Le Pen ne puisse pas se représenter, ça vous amène pas à réfléchir en disant la dissolution, si on n'a plus notre chef de file, si je puis dire, à l'Assemblée, ça peut être compliqué. Premièrement, il y a des recours qui ne sont pas encore terminés et qui devraient pouvoir permettre à Marine Le Pen de se en juillet 2020, mais ça ne sera pas tout de suite. Vous parlez d'autre chose. Ouais. Il y a des recours là qui vont arriver dans les prochaines semaines. Il y a également autre chose, c'est l'intérêt de notre pays. Et dans le logiciel de Marine Le Pen, son cas personnel ne compte pas. Et Marine Le Pen ne pense qu'à l'intérêt des Français et à l'intérêt de notre pays. Et donc, nous demandons la dissolution. Marine Le Pen est la première à demander cette dissolution, et ne tient pas compte de sa possible ou non candidature à l'élection législative. Donc le plan plan Bardella, vous y travaillez plus que jamais ?
Mais Jordan Bardella est notre candidat au jour d'aujourd'hui à Matignon pour être Premier ministre. Voilà la réalité. Si vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Si nous avons la nationale. majorité. Et nous avons à offrir, nous, aux Français, un programme précis, une véritable alternance, un changement de cap pour redresser la France et remettre la France en ordre. Plan B comme Bardella, parce qu'on se projette aussi sur 2027. Si finalement Marine Le Pen ne peut pas se présenter, c'est la solution Bardella, parce que là aussi en interne, à l'intérieur du parti, certains disent c'est peut-être pas forcément le meilleur candidat. Non, il n'y a aucune discussion sur le sujet. Marine Le Pen est notre candidate à l'élection présidentielle. Vous le savez, nous avons eu l'occasion de le dire 40 fois. Si Marine Le Pen devait être empêchée, Jordan Bardella serait évidemment naturellement et sans aucune contestation notre candidat à l'élection présidentielle. Moi, ce que je veux dire aux Français, c'est qu'ils soient rassurés. Nous aurons évidemment un candidat soutenu par le Rassemblement national à l'élection présidentielle et nous pourrons alors enclencher l'alternance dont le pays a besoin, redresser les finances publiques, lutter activement contre la submersion migratoire que nous vivons et en finir avec le macronisme qui a fait tant de mal à la France. Merci Yohann Gillet d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Je rappelle que vous êtes député du Gard et porte-parole du Rassemblement national.